naturellement, ça va impacter nos nouvelles recommandations. Alors, c'est vrai que c'est deux actualités qui sont très intéressantes, qui sont des actualités qui font changer les pratiques, hein, tant sur le cancer de prostate métastatique hormonosensible que pour le M0-CRPC. On a des molécules qui sont à notre disposition, qui sont extrêmement puissantes, qui sont plus faciles à manipuler que la chimiothérapie. Et j'ai envie de vous dire, en pratique, comment est-ce qu'on fait pour prescrire ces nouvelles hormonothérapies? Qui commence, Pierre? Je vais commencer de façon extrêmement simple, hein. C'est une introduction tout à fait générale, en disant qu'il faut bien s'occuper des patients, poser les bonnes questions, donc s'intéresser de façon un peu plus spécifique aux antécédents cardiovasculaires de ceux-ci et leurs antécédents d'épilepsie, et puis avoir une évaluation, vous voyez, qui, en termes de cancérologie, est tout à fait standard. Le petit point sur lequel on peut s'arrêter, c'est d'abord le fait, là encore, d'utiliser les bons outils pour évaluer ces patients. Donc, jusqu'à présent, même si on est tenté d'utiliser des outils modernes, il faut se contenter pour pouvoir choisir correctement entre les différentes options thérapeutiques. L'arche métastatique doit être évaluée par scanner thoraco-abdominopelvien et par scintigraphie au technetium. Et pour l'évaluation biologique, attirer l'attention sur l'utilité qu'il y a à prescrire un dosage régulier de LDH et de phosphatase alcaline. Alors une pratique à avoir, c'est vraiment de faire attention au bilan hépatique pour l'acétate d'abiraterone, c'est à réaliser systématiquement, car l'acétate d'abiraterone peut entraîner des hépatites toxiques, et donc vous avez l'obligation d'avoir un bilan de départ et d'avoir une surveillance rapprochée au moins les 2 premiers mois. Vous voyez que si vous avez des bilans hépatiques perturbés, c'est une contre-indication à l'acétate d'abiraterone. Vous avez la possibilité d'utiliser d'autres moyens thérapeutiques moins toxiques au niveau du foie. Je vais laisser la parole à Pierre de nouveau. Oui, en effet, parce que le bilan cardiaque s'intéresse peut-être quand même un peu plus à l'enzalutamide. Je vous rappelle quand même que les patients sont sous inhibiteurs de la sécrétion d'androgènes et que les agonistes et l'antagoniste allongent le QT, que dans la population générale, eh bien, il y a 1 sur 2000 patients qui a un QT long et que l'enzalutamide allonge aussi le QT. Donc il est nécessaire d'avoir un électrocardiogramme avant de prescrire de l'enzalutamide et que l'interrogatoire pour ce qui est de recueillir les antécédents cardiovasculaires est lui tout à fait standard. Le rein? Le rein, peu de risques, a priori. Néanmoins, prudence en cas d'insuffisance rénale très sévère, car nous n'avons pas de données dans ce type de situation, même si, a priori, le risque apparaît faible. Pour les interactions médicamenteuses, régulièrement, on est un petit peu échaudé avec la description des différents métabolismes, les isoformes des cibles qui nous est montré d'un côté de l'autre. Ce qu'il faut retenir, je crois que le message très simple, c'est de dire qu'il n'y a pas d'effet de classe. Donc on s'intéresse à des molécules dont le métabolisme, la biodisponibilité peut être modifiée par la prescription d'enzalutamide d'abiraterone, mais c'est affaire de cas d'espèce. Alors, si je veux prescrire de l'abiraterone, Philippe, en pratique, comment est-ce que je fais? Alors, en pratique, aujourd'hui, une petite nouveauté, c'est que vous avez maintenant des comprimés à 500 mg, ce qui fait qu'au lieu de donner 4 comprimés à 250 comme auparavant, c'est 2 comprimés qui sont plus faciles aussi à avaler. Donc, c'est finalement une utilisation assez simple. La seule recommandation importante, c'est qu'il faut le donner à distance du repas. Généralement 2 heures après le petit déjeuner, c'est plus simple, et 1 heure avant le repas de midi. Vous pouvez faire pour les lève-tard la même chose l'après-midi, mais c'est moins commode généralement pour les patients. Et vous associez systématiquement de la prednisone à la dose de 10 mg par jour en phase métastatique, et par contre de 5 mg par jour en phase initiale sur les études Latitude et Stampede, pour des phases métastatiques hormonosensibles. Il est absolument impératif de maintenir les agonistes de LHRH. Il est absolument aussi impératif d'avoir fait, vous l'avez vu avec Pierre, un bilan cardiaque parce que vous avez des risques d'hypertension et un bilan hépatique à cause des risques d'hépatopathie. Parmi les autres effets secondaires à savoir, c'est le risque d'hypokaliémie aussi qui va nécessiter d'avoir un ionogramme de contrôle très régulièrement les premiers mois. La surveillance de l'acétate d'abiraterone, elle doit se faire également
cliniques, avec des prises de tension artérielle très régulières, et la recherche de prise de poids ou d'œdème des membres inférieurs, qui sont aussi des effets secondaires potentiels. La révolution cardiaque doit être faite systématiquement. Et puis, actuellement, on s'intéresse beaucoup à la surveillance des fonctions neurocognitives. Il y a des études en France prospectives qui, actuellement, étudient le potentiel sur le long cours de ces nouvelles hormonothérapies, sachant qu'il s'agit souvent de sujets âgés qui peuvent déjà avoir des anomalies de leur fonction cognitive, mais le problème aujourd'hui est de savoir effectivement jusqu'à quel point on peut aggraver cette situation. Alors Pierre, en tant qu'urologue, on peut à la fois prescrire la biratérone, l'enzalutamide. Quels conseils, quels trucs? Alors des conseils extrêmement simples, c'est que cette fois, les comprimés ne sont pas au nombre de 2 mais de 4 en prise unique, de façon indépendante des prises alimentaires. La précaution qu'il faut prendre tout de même, on l'avait vu sur la première diapositive, c'était de s'enquérir des antécédents de convulsions ou du risque de convulsions, de la prise concomitante d'un traitement anticonvulsif chez le patient. Que les effets secondaires sont axés surtout sur la fatigue chez les patients, qui peut justifier des adaptations thérapeutiques. Et puis, là encore, comme ça a été dit, la surveillance cardiaque. La surveillance d'efficacité, elle est tout à fait standard et régulière et n'appelle pas de commentaires bien particuliers. Les commentaires particuliers, en revanche, sont beaucoup plus sur les interactions médicamenteuses. Très vite, modification avec diminution d'efficacité, bêta-bloquant, calcibloqueur, varfarine, clopidogrel, des benzos, certaines benzos, l'oméprazole, les immunosuppresseurs, merci Philippe, et puis le fentanyl. Malheureusement, dans ce contexte-là, il est important de ne pas oublier cette complication potentielle. Pour terminer, j'aimerais insister sur le maintien, là encore, de l'inhibition de sécrétion des androgènes. Donc il faut absolument maintenir l'agoniste ou l'antagoniste de la LHRH et se souvenir qu'on est en phase de résistance à la castration et qu'il est indispensable d'introduire un traitement antirésorptif osseux. C'est la ligne de basse sur laquelle on doit appuyer les choix thérapeutiques entre acétabir, biratérone ou enzalutamide. Philippe, en pratique, je dirais dans la vraie vie, il y a les essais cliniques avec des types de surveillance qui sont particuliers. Et puis, dans la vraie vie, comment est-ce qu'on fait pour surveiller ces patients qui sont traités par les hormonothérapies de nouvelle génération? Alors, dans la vraie vie, il y a un principe majeur, c'est de ne pas considérer la progression biologique comme un critère isolé, suffisant pour modifier le traitement. Il faut qu'au niveau, à côté de la progression biologique, on ait des progressions radiographiques ou cliniques. Au niveau radiographique, alors ça peut faire appel aux critères RECIST quand il s'agit de masse tumorale évaluable, mais ça peut être aussi donc des progressions sur des critères radiographiques osseux, et ça doit être l'apparition de nouvelles métastases. C'est un avis qui est partagé vraiment par la majorité des experts au niveau international sur l'enquête qui avait été réalisée à Saint-Gall. Quand est-ce qu'on change de ligne, Pierre? Donc, ça rejoint un peu. Je peux que renforcer le message que nous donne Philippe, c'est-à-dire qu'il faut rester, avant d'être cancérologue ou urologue, des bons médecins, surtout pas se départir du bon sens clinique. On est en contexte quand même palliatif là encore, et que, comme vous le voyez, ce sont ces fameuses lignes de nage qui montrent bien qu'un événement qui intervient n'est pas suffisant à lui seul pour modifier le traitement, et que c'est cette notion de bénéfice clinique global qui doit absolument nous guider en tant que cliniciens sur les modifications thérapeutiques chez ces patients. Merci Pierre, merci Philippe pour vos éclairages sur ces nouvelles prescriptions, ces nouvelles stratégies thérapeutiques. Merci au laboratoire Janssen qui soutiennent ce programme CCFU Online, et je vous laisse en compagnie d'Arnaud Méjean qui va délivrer les take-home messages de ces émissions. À très bientôt.